Alors, Donc, ça fait maintenant plusieurs années que vous travaillez ensemble. Donc, vous, Grégory, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de travailler avec Alex? non. de réaliser votre premier film? Vous, Alexandre, en tant que réalisateur, quel conseil vous avez pu lui donner? S'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a plus de ce rapport-là entre nous. On s'est rencontrés, on avait 10 ans, on a grandi ensemble. On travaille ensemble depuis qu'on a 10 ans aussi, donc ça fait 26 ans. Même si on ne travaillait pas, mais on a commencé à échanger, à être passionné par ce qu'on faisait, par ce métier, par le cinéma, par l'écriture. C'est ça qui nous a vraiment, qui a scellé notre amitié. C'était ce plaisir qu'on avait à écrire des histoires quand on était au collège, au lycée, et à développer tous ces univers qui n'étaient pas très bons à l'époque, mais qui se sont, j'espère, améliorés avec le temps. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait maintenant une quinzaine d'années que Greg produit mes films, qu'on écrit ensemble, qu'il est à mes côtés à chaque étape de toutes ces nouvelles aventures. Ça fait quelques années qu'on parle d'un film pour lui, pour réaliser, qu'il avait envie. Et voilà, ce film-là s'est imposé comme étant celui qui était le meilleur sujet, le parfait. Mais j'ai aucun conseil à lui donner. Voilà. Si, t'as quand même des conseils à donner. Enfin, c'est toujours bon d'avoir des conseils d'Alex, c'est évident. Mais j'espère d'être de la même manière de bons conseils quand je travaille avec lui. Non, c'est des conseils de réalisateur. Mais voilà, c'est des conseils d'équipe. Et c'est vrai qu'on se connaît tellement bien, on a une confiance l'un pour l'autre énorme. Et donc, on écoute attentivement dès qu'il y a une idée, un conseil sur... Et c'est important aussi, quand on est réalisateur, d'être sûr de ce qu'on fait. Donc, d'avoir confiance en soi, c'est très important. Donc, d'avoir l'appui de quelqu'un qui est proche de vous et qui respecte votre travail et qui partage le même univers, c'est très important. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film sur l'Égypte, les pyramides? C'est en recevant le script où j'ai découvert une histoire originale avec un film qui se passait dans une pyramide. J'ai longuement réfléchi en me disant mais quel film j'ai pu voir comme ça, et j'arrivais pas à trouver. Je trouvais ça fascinant de pouvoir jouer autant avec la mythologie égyptienne et d'avoir ces personnages coincés dans ce décor unique. Voilà, c'était quelque chose où je me disais que ça pouvait être en même temps maîtrisable pour un budget pas modique, mais raisonnable, on va dire, pour une première réalisation. C'est vrai que quand on fait des films où on parle de la peur, on essaye de faire des films les plus immersifs possibles, où l'expérience pour le spectateur est la plus intense possible, et il n'y a pas un meilleur décor pour créer l'immersion, la claustrophobie, le côté anxiogène d'un lieu qu'une pyramide. L'intérieur d'une pyramide, on le sait tous, c'est un labyrinthe, c'est quelque chose dont on rentre, on ne sort pas. Donc il y avait une promesse comme ça dans l'imaginaire commun qu'il fallait exploiter. Et quand on a reçu le script, c'était l'opportunité de faire un film qui était une sorte de rencontre un peu originale entre les aventuriers de l'Arche perdue et The Descent. Et de réussir justement à faire un film qui soit un film de peur, d'épouvante, mais aussi un film d'aventure. Par rapport aux références, donc dans le site de Descent, moi j'en ai noté quelques-unes, mais qui sont plutôt de l'univers d'Alien. Il y a pas mal de plans où j'ai eu vraiment l'impression de voir Alien, donc on va parler de hommage, mais c'est une saga qui est très importante pour vous, ou c'est juste voilà... Elle est essentielle. Le premier Alien est une œuvre majeure du cinéma en général, au-delà du genre, un des plus beaux films sur le labyrinthe, un des plus beaux films sur la créature et le poursuivant, un des films les plus forts en termes d'héroïne. Donc évidemment, Ripley, Sigourney Weaver, est un personnage absolument incontournable. Et c'est vrai que quand on développe et quand on écrit le personnage d'Ashley, on a absolument cette idée en tête que... Ce qui est drôle, c'était déjà le cas avec Haute Tension. On avait déjà cette référence de Ripley dans Alien avec le personnage de Cécile de France. Oui. Donc non, mais évidemment, c'est des films cultes, c'est des films qui restent à l'intérieur de nous et qui voilà, même si on essaie, je pense que même si on essayait de se démarquer de ce type de film, ils reviendraient de toute façon. Ils sont là, c'est ancré en nous. Ils ont une force qui est toujours la même et ils sont la base même de cet univers un petit peu
claustrophobique qui est le labyrinthe. Quand vous avez reçu le scénario, vous y avez touché ou vous l'avez laissé tel quel Non, On l'a beaucoup touché. On l'a beaucoup touché. En fait, il faut savoir qu'on a reçu un scénario qui était une première version de script. Un script demande plusieurs versions du travail, enfin, des réécritures. Il y avait l'idée générale était là, sauf bon, on a été frustré par la révélation du dénouement de la créature, où voilà, une simple momie, ça nous a pas trop excité. Il y avait une opportunité de créer quelque chose de tellement plus fort au sein de cette pyramide, et c'est vrai que sans être un expert d'archéologie ou de mythologie égyptienne, il y avait des possibilités dans des mythes aussi connus que le livre des morts, Osiris, Anubis, la pesée des âmes, pour justement faire quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une simple momie. Voilà, il fallait trouver quelque chose qui soit plus, comment dire, juste qui permette d'avoir ce côté aventure, ce côté un petit peu factuel, ce côté un petit peu rentrer dans une histoire, dans une mythologie qu'on connaît, qui existe, où on peut sortir du film et aller vérifier en ligne et se rendre compte que finalement tout ce dont on parle dans le film a une certaine réalité, et pouvoir continuer des recherches, parce qu'il y a tellement plus, évidemment, il y a tellement de possibilités. Juste que le scénario est très intelligent. Juste comme ça, c'était le scénario très intelligent, enfin, je veux dire... on va se divertir, en même temps on apprend, on voit des choses qu'on a vues à l'école. Non, mais c'est justement aussi moi ce que j'aime dans le cinéma, c'est évidemment d'être surpris, de découvrir des choses. Donc là, sans faire un cours d'égyptologie, j'aimais l'idée de raconter une histoire qui avait un rapport direct avec l'histoire avec un grand H et la mythologie égyptienne. Je pense que beaucoup de gens sont fascinés par la mythologie égyptienne sans vraiment connaître grand-chose. Il y a énormément de mystères autour de cette civilisation, que c'était intéressant de l'apprendre, lui tordre un peu le cou et de réinterpréter les hiéroglyphes ou les figures qu'on a en tête, qui sont gravés dans les pyramides. Il y a un bon enchaînement de pièges tout au long du film, en particulier celle du sable. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le tournage, les difficultés? Oui, justement, ça a été une des scènes les plus compliquées parce qu'elle demandait énormément de gens, énormément de techniciens, tous les départements, que ce soit les cascadeurs, la déco, les effets spéciaux. Tous ces gens-là étaient présents et vraiment activement présents parce que ça demandait énormément de moyens. Donc ça a été une des scènes les plus compliquées à réaliser. On a pris en même temps énormément de plaisir à le faire parce que c'est des moments d'action, c'est des moments forts qui demandent énormément finalement de moyens. Donc quand le résultat est satisfaisant, c'est un grand plaisir. Merci. C'est vrai que c'était jouissif de créer tous ces pièges et d'imaginer tous ces pièges. Alors évidemment, on n'avait pas un budget illimité. Il y en avait beaucoup qu'on a dû renoncer parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on s'est concentré justement pour que, à partir d'un certain moment, l'aventure et ce qui se passe à l'intérieur de cette pyramide devienne absolument insupportable, qu'on ait envie d'en sortir aussi, qu'on soit avec eux dans ces pièges-là, et qu'on se dise mais qu'est-ce qui va nous arriver, que chaque recoin, chaque tournant représente un autre danger, une autre menace. Et finalement, à l'intérieur de cette pyramide, ils vont faire face à tellement de choses qui sont à la fois les parasites toxiques qui les contaminent, ces chats qui sont liés à cette mythologie, tous les pièges qui ont été mis en place, et évidemment le maître des lieux qui les attend. Donc il y a énormément de choses avec lesquelles jouer. Évidemment, on était aussi dans un budget qui était limité, mais justement, c'était notre priorité. On voulait absolument faire aucun compromis là-dessus et réussir justement à avoir ces pièges-là. Et la scène du sable est une des scènes les plus réussies du film parce que justement, elle amène à la fois un concept, une idée. Être enterré vivant dans le sable, c'est un truc atroce, mais en même temps, elle n'est que le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout de ce couloir, finalement, si on court, il se passe autre chose. Et justement, c'est cette accumulation de dangers qui fait que je pense que l'expérience et le tour de montagne russe fonctionnent.
Là, c'est vraiment, enfin, on est dans l'hommage directement à Indiana Jones, où justement, c'est ces péripéties qui s'enchaînent les unes après les autres. Et voilà, c'était aussi l'envie de faire ce film, d'arriver dans ces péripéties qui s'enchaînent. Pour toi, ce qui est fort, je trouve justement, c'est que on arrive encore à être surpris. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que souvent dans les films d'horreur, maintenant, on se dit, ouais, ok, bon, on a déjà vu. Et là, à chaque fois, je me suis dit, ah oui. Et ça, c'était déjà dans le scénario ou c'est vraiment votre style à vous de se dire, ben non, on va les surprendre, on va aller là. On peut pas trop s'envoyer des fleurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de ce qui se passe. Le scénario original avait une force qui était ce prémisse, ce point de départ. Trouver cette pyramide ensevelie dans les sables et les autorités égyptiennes qui demandent de partir au moment où, voilà, et de rentrer malgré tout à l'intérieur et de prendre le risque de rentrer sans être préparé. Mais à partir du moment où on rentre dans la pyramide, ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé. Alors c'est vrai que c'est très proche de notre univers, c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire. Le survival, c'est quelque chose dans lequel on travaille depuis longtemps. Donc évidemment, ça a été, on a pris beaucoup de plaisir à développer tout ça sur le script. Mais c'est vrai aussi d'avoir le recul pour pouvoir lire cette première version de script, encore une fois, qui était qu'une première version, donc un script qui n'était pas complètement abouti. Ça nous permet aussi d'avoir le recul pour se dire, tiens, ça c'est une bonne direction, ça c'est une mauvaise direction, où on devrait, voilà, où est-ce qu'on devrait surprendre, où est-ce qu'on est surpris tout simplement, quoi. D'avoir ce recul, c'était aussi important. Chose qu'on n'aurait pas forcément eu si on était à l'origine du script. Donc là, pour le coup, vous mélangez found footage et caméra traditionnelle. Est-ce que vous aviez pensé à faire totalement found footage ou... Non, le script était écrit comme un found footage, mais c'était pas ma volonté de respecter ça. Non, j'avais justement envie de faire un film, on va dire, plus traditionnel. Et surtout, ce qui m'embêtait dans cette première version du script, c'était que le found footage était un moyen plutôt pour éviter de montrer les choses. Et je ressentais comme une certaine, je pense que Alex c'était pareil aussi, une certaine frustration là-dessus. Et nous, voilà, quand on fait des films, on a envie de montrer un maximum de choses, de partager un maximum de choses et pas être contraint de pas être, voilà, de pas utiliser ce médium comme un simple cache-misère et d'avoir une caméra agitée et des gens qui courent dans tous les coins, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est surtout que moi je trouve que bon, le found footage en effet a des limites. Des fois, ça donne des choses extrêmement réussies, mais c'est vrai que, par exemple, d'avoir tout d'un coup, juste comme Greg l'a utilisé, le found footage comme outil narratif pour accélérer le début du film et la présentation des personnages et permettre de rentrer plus rapidement dans la pyramide, je pense que c'est ça qui était malin, et justement de pouvoir rentrer dans un film plus traditionnel dès qu'on rentre dans cette pyramide-là. Alors là, voilà, le film commence, mais c'est vrai que ça nous permet d'aller plus vite parce que quand on va voir pyramide, et bien évidemment, on a envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, et puis c'est une manière aussi de déstabiliser le spectateur. D'un seul coup, qu'il n'y a qu'un seul point de vue, il rentre dans la pyramide et là il y a d'autres points de vue, il ne sait plus d'un seul coup où il va. Il est plus guidé par une simple caméra. Donc, c'est aussi la force du film. C'est clair, voilà. Souvent on a le found footage, on a mangé plus savoir quoi faire. Et là, justement, je trouve très très fort avec ce film-ci, effectivement, d'avoir à la fois un peu de found footage. On a l'impression, voilà, il en fallait un petit peu, ok, on l'a mis. Et c'est là où moi je retrouve tout à l'heure à vous deux, c'est de dire, eh ben non, voilà, ils n'ont pas fait qu'un found footage, ils ont proposé quelque chose de vraiment unique, de leur patte à eux. Et bon, à part vous féliciter pour ça, mais bon, ça fait un peu... mais voilà, mais chapeau, parce que c'est vrai qu'on a vraiment deux films, et pour toi qui se complètent totalement, je trouve ça, mais voilà, encore une fois, vous êtes parvenu à nous surprendre, mais ça... Bah, merci beaucoup. Non, puis ça fait plaisir d'entendre ça parce que vraiment on s'est battu pour ça, pour avoir, enfin, espérer avoir ces réactions. Donc bah, je suis très content que vous ayez pu ressentir ça parce que bah, c'était le but, quoi. Donc merci à vous. Comment vous avez rencontré le compositeur Nima Frakra? Ouais. Je l'ai rencontré à travers le producteur Scott Silver. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur un film précédent. Alors, en fait, il s'est trouvé que au moment où on devait faire la musique du film, j'aurais voulu travailler avec Rob qui avait fait la musique de Maniac.
qui est un compositeur extraordinaire. Malheureusement, il travaillait en même temps sur le film, sur Horns, sur le film d'Alex, donc il ne pouvait pas faire les 2 films. Et donc rapidement, j'ai dû me tourner vers quelqu'un d'autre. Et Scott Silver, le producteur, m'a présenté Nima. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai aimé sa motivation. J'ai aimé aussi l'idée qu'il ait envie de changer, d'arriver avec un nouveau style de musique, avec de nouveaux sons, des nouveaux instruments qui pouvaient paraître comme des instruments sortis tout droit de l'Égypte ancienne, où on avait l'impression d'assister à des sacrifices ou à rituels et des cérémonies. Voilà, c'est toute cette ambiance-là que je voulais avoir, et Nima l'a très bien compris. Donc ça a été vraiment un plaisir. Il a travaillé très vite dans des conditions difficiles. Ça a été vraiment une super collaboration. Une fois encore, c'est ce qu'on retrouve un peu dans votre cinéma à vous, c'est à savoir, aussi bien visuellement mais également sonore, des sons qu'on n'a pas spécialement auxquels on s'attend. On parlait de Maniac, c'est clair que la musique, au départ, on ne s'attend pas à retrouver cette musique, et finalement ça fonctionne, mais juste parfaitement, quoi. Il n'y a pas une fausse note, il n'y a pas un moment donné où je dis « Oh, c'est étrange », non, c'est juste nickel. Et pareil avec Pyramide, je me suis dit « Ah ben voilà, c'est pas le cliché, c'est vraiment une musique qui est vraiment... voilà, qui retranscrit l'ambiance, mais qui en même temps surprend, encore une fois. Et ça, je trouve ça vraiment plutôt pas mal, et c'est toujours des choses qu'on retrouve dans votre cinéma. Et justement, ça me permet d'arriver à la question. On retrouve ça dans votre style, mais pas spécialement dans les suites. Et moi, je voulais un peu savoir, est-ce que vous regardez les suites aux films que vous avez proposés ou pas, et en même temps, est-ce que vous n'avez pas une crainte qu'on fasse à Pyramide 2 sans vous, comme on a pu le voir avec La Colline à des yeux 2, ou Piranha, ou Mirrors, voilà, qui sont des suites, bon, no comment. Mais déjà, qu'est-ce que vous en pensez, et surtout, est-ce que vous les avez déjà vus, au moins la suite? Moi, je les ai pas regardés. Moi, j'en ai vu, j'ai vu la Colline 2, j'ai pas vu Mirrors 2, j'ai pas vu Piranha 2. J'ai beaucoup de mal parce que il se trouve, bon, c'est signe de succès quelque part. Hein. Le côté positif, c'est que s'ils font des suites, c'est que ça a marché. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour des raisons différentes, à part Mirrors, sur Piranha et sur La Colline, on avait des suites. On avait des idées de suites possibles qui étaient, à mon avis, bien meilleures. Et on ne nous a pas laissé les faire pour des raisons de budget sur Piranha, pour des raisons d'ego, je pense, sur La Colline. Et c'est dommage, et c'est vrai que je pense que dans tous les cas, les suites ont nui quelque part au film original. Alors sur Pyramide, d'abord, je pense pas qu'ils aient le droit de le faire sans nous. Non, je crois que celui-là, ils devront se retourner vers nous pour nous demander, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que... Non, j'espère que Pyramide 2, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec ce film, on a touché une sorte de presque nouveau sous-genre, qui est le film d'horreur archéologique, quelque part, et qui était une promesse assez intéressante pour plein d'autres sujets et plein d'autres films. C'est-à-dire que c'est vrai plein d'autres cultures et d'autres civilisations. On pourrait gratter et ressortir d'autres monstres, d'autres histoires, quoi, tout aussi intéressantes. C'est tout ce qu'on espère, clairement, encore une fois, être surpris. On essaye, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Okay. En tout cas, attention, ça va péter. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr.